Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de 2050, une mer dans l'océan, écrit par Alain Plat et illustré par Alexia Palmero. Chapitre 2. Une mer dans l'océan. Un lourd silence enveloppa soudain le pont. Les Marie-Morgan plongèrent, laissant là les marins hébétés. En guise d'étoile, c'était dans une mer de plastique, détritus brillants sous la lune, et dont nul homme ne pouvait mesurer l'étendue, que le navire se frayait un chemin. On aurait dit que l'océan avait régurgité par milliers ses déchets indigestes. Tel un brise-glace en Arctique, le chalutier errait au ralenti dans un décor d'apocalypse, somnambule dans une décharge à ciel ouvert. Cela faisait bien longtemps maintenant que des hommes éclairés avaient tenté de sensibiliser les consciences aux pratiques humaines, les invitant à la protection des ressources, des terres et des océans. Mais trop souvent épris de production et de profit, l'homme n'avait pas regardé plus loin que le bout de son nez, une sombre habitude. Aujourd'hui, la vérité était là, face à eux, crue, froide, sans masque. L'océan en avait assez, saturé de pollution. Il se révoltait et vomissait sans relâche, rendant aux hommes leurs cadeaux empoisonnés, dont oiseaux et poissons ingurgitaient à longueur d'année les diaboliques particules, véritables larmes de sirènes. Une marée translucide allait désormais envahir les côtes bretonnes, le golfe du Morbihan, les Rias, les Abers et les moindres failles que les granites millénaires, gardiens taillés par les tempêtes, avaient abandonné à la lente et consciencieuse dévoration de la mer. Médusés, les marins avaient le regard vide, les lèvres absentes. Soudain, la sonnerie du téléphone brisa le long silence. C'était la capitainerie du port de Lorient. Le Cassandre n'était pas seul. Tous les chalutiers avaient la même vision. Le compte à rebours était enclenché. L'invasion était proche. Chapitre 3. Le petit peuple de Bretagne. Les Marie-Morgan, désespérés de voir leur océan souillé de la sorte, avaient gagné Belle-Île, où leur chant triste et chargé de longs sanglots réveilla la reine des fées. Aussitôt avertie du péril, laissant là sa couronne, elle s'envola pour le golfe du Morbihan, allant d'île en île sortir de leur torpeur les fées assoupies. Elles tinrent conseil sur l'île aux moines, et après 1000 idées qui fusèrent afin de sauver les côtes, elles décidèrent de gagner Carnac. Il leur faudrait parler aux Corrigans, eux qui les avaient pourtant chassés de la forêt de Brocéliande, il y a fort longtemps de cela. Mais à présent, le temps n'était plus à la discorde. Il fallait décréter l'union sacrée du petit peuple de Bretagne pour sauver côtes, rias, rivières et leurs habitants, poissons, hippocampes, huîtres, palourdes et tant d'autres. Comme lors d'anciennes tragédies, des hommes prendraient bien le relais pour nettoyer les plages et les moindres anfractuosités du rivage. Alors, dans ce décor majestueux, la reine des fées prit la parole au centre des menhirs. Face à la gravité de la situation, les Corrigans s'étaient faits silencieux, cessant de chanter et de danser.